Saturation aux urgences, canicule, accident de l'été, difficulté de recrutement des soignants, Covid, les urgences agonisent. Alors les hôpitaux tentent de s'organiser. Objectif, faire face à l'afflux des patients et trouver des solutions. Et la question que l'on vous pose aujourd'hui est, la solution n'est-elle pas de réintégrer les soignants non vaccinés? Donc on continue d'attendre vos réactions 0826 300 300 et vos votes. Des solutions, effectivement, parce qu'il y en a beaucoup. On va l'évoquer d'ailleurs avec nos invités. En tout cas, pour l'instant, vous dites oui, très largement. Pour vous, il faut réintégrer ces soignants. On verra quelles sont les autres solutions, effectivement, avec nos invités qu'on présente, Marilyn. Frédéric Valtou, maire de Fontainebleau, président de la Fédération hospitalière de France, et Jean-François Sibien, président d'Avenir Hospitalier et vice-président SUDF. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre avec nous jusqu'à 9h30 avec nos auditeurs au 0826 300 300. On l'est, une situation plutôt tendue avec cet été. Beaucoup de questions qui se posent. On nous annonçait déjà au printemps un été de tous les dangers du côté des urgences. On le voit avec un certain nombre de services d'urgence qui sont fermés cet été sur certains créneaux horaires. En tout cas, déjà pour commencer, Frédéric Valtou, on entendait, alors c'était le ministre de la Santé, François Braun, qui était auditionné hier soir en commission à l'Assemblée nationale, qui affirmait l'accès aux urgences pour ceux qui en ont besoin est garanti. C'est véritablement le cas en ce moment ? Oui, c'est le cas. C'est-à-dire que quand il y a effectivement la nécessité d'être pris en charge immédiatement, quel que soit le sujet, la pathologie, la maladie, ce qui nécessite cela, c'est le cas. On sait que dans les services d'urgence, habituellement, il y a à peu près 30% de personnes qui viennent là parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour essayer de voir un médecin que de venir aux urgences. Et néanmoins, ce sont des gens qui pourraient être pris dans les cabinets de ville, qui n'ont pas besoin réellement d'être pris en charge par les urgences, c'est-à-dire l'hôpital avec ses plateaux techniques qui n'ont pas besoin de soins aussi lourds. Donc le problème des urgences, c'est que les urgences pâtissent aussi de la grave crise de la médecine de ville et du fait qu'il y a de moins en moins de médecins généralistes, que ces médecins généralistes n'assurent plus la permanence de soins depuis maintenant une petite vingtaine d'années et qu'inévitablement cette crise-là de la médecine de ville pèse sur le fonctionnement des urgences. Ça a été démontré, dit, redit et le constat est clair depuis des années. Avec d'ailleurs une fréquentation multipliée par 2 en 20 ans dans les urgences en France. Frédéric Valtou, Jean-François Sibien, on le rappelle, président d'Avenir Hospitalier, vice-président de SUDF. Vous partagez ce constat finalement fait à l'instant par Frédéric Valtou? Ce constat est simple et évident. Effectivement, des gens se présentent aux urgences dans le cadre d'une urgence ressentie, qui n'est pas toujours une urgence fonctionnelle ou vitale. C'est pour cela que SAMU Urgences de France, depuis plus de 10 ans, prône une régulation médicale qui n'est pas un filtrage, qui est juste une réponse adaptée aux besoins de soins de l'appelant. Et on a dû mettre cela au forceps au début de l'été. Et on parlera peut-être tout à l'heure, puisque vous avez vu qu'une enquête réalisée par SAMU Urgences de France, dont les résultats sont publiés aujourd'hui, permet de voir les effets au niveau des urgentistes. Mais M. Valtou a parlé de la crise de la médecine générale. Il existe également une crise de l'hôpital. J'espère qu'on en parlera. Il existe également et surtout une crise du système de santé en France qu'il va falloir aussi prendre à bras le corps. On va développer ces points-là, mais déjà peut-être Jean-François Sibien sur cette enquête SAMU Urgences de France qui a été publiée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement ? Nous apprenons que cette régulation médicale préalable est en train de se mettre en place avec des conséquences assez importantes au niveau des SAMU Centre 15 et des SAS, le système d'accès aux soins. Ils sont saturés d'une certaine manière aussi. Alors, vous parlez de saturation. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens que nous devrions avoir pour assurer nos missions. Nous le disons et nous le répétons depuis de nombreuses années. Et donc effectivement, mais nous avons pu prouver, souvenez-vous, pendant la première vague du Covid, que si nous sommes organisés, libéraux et hospitaliers, si nous donnons les moyens à l'hôpital d'assurer le décroché à travers donc, les assistants de régulation médicale qui, entre parenthèses, aujourd'hui ne sont pas considérés comme soignants. Il va falloir que tout ça, on arrive à le mettre en œuvre, à former les gens
pour assurer un décroché. Le décroché, c'est la personne que vous avez au téléphone qui vous pose des questions et qui permet d'orienter l'appelant dans la bonne filière, une filière de médecine générale. Et nous remercions les collègues libéraux qui sont venus renforcer les centres 15 ou une filière d'aide médicale urgente pour qu'on apporte la bonne réponse à l'appelant. La bonne réponse, ça peut être un conseil médical. Et donc, à partir de là, les choses s'arrêtent. Il n'y a pas besoin d'aller aux urgences. Il n'y a pas besoin d'aller consulter. Ça peut être une visite ou une consultation chez un médecin. Et ça peut être, si besoin, un accès à un plateau technique, soit une consultation directement auprès d'un spécialiste, mais ça peut être également un passage par un service des urgences. Frédéric, l'envoi d'une équipe de réanimation. Oui, tout à fait. L'envoi d'une équipe de réanimation. Et pour conclure sur cette enquête SAMU Urgence de France, donc sur cette régulation, coordination, ça veut dire qu'on commence à voir que ça fonctionne, quoi, en gros, ce que vous nous dites, c'est ça? Mais cela fonctionne. Après, donc effectivement, ça se met en place. Et comme je vous dis au forceps, c'est bien dommage. Dans le cadre de la prévention, on aurait bien aimé avoir les moyens suffisants pour apporter la meilleure réponse à nos concitoyens. On aurait aimé également avoir donc la reconnaissance que méritent les assistants de régulation médicale par rapport au travail qu'ils réalisent. Et à partir de là, il faut qu'on soit suffisamment nombreux, nous, en tant que médecins, pour assurer la bonne réponse en un temps le plus raisonnable possible d'attente vis-à-vis de nos concitoyens. Frédéric Valteau, du côté des hôpitaux, vous sentez un soulagement d'une certaine manière du côté des urgences sur les hôpitaux grâce à cette régulation finalement avec le centre 15 finalement et l'État qui met les moyens, on le voit, qui communique beaucoup, appeler le 15 avant d'aller aux urgences si c'est possible, quoi. Les résultats, on les a avec cette enquête. Et cette enquête, c'est la première fois qu'on a effectivement un retour sur des mesures qui sont récentes, puisque tout cela a été proposé dans la deuxième quinzaine de juin et mis en place aussitôt. Donc, inévitablement, ça viendra soulager les services d'urgence si effectivement il y a une meilleure régulation et que les Français, en appelant le 15, et ce sont de bons messages à relayer, permettent effectivement, même pour eux, parce que effectivement, celui qui n'a pas besoin d'être pris en charge immédiatement, c'est celui qui va attendre des heures. Parce que il faut savoir que dans un service d'urgence, au bout de 5-7 minutes, ça c'est un temps moyen, vous voyez une infirmière qui fait ensuite, j'allais dire, entre guillemets, le tri, c'est-à-dire met l'ordre de priorité dans les passages. Il est évident que celui qui a besoin d'être pris en charge immédiatement pour les problèmes cardiaques, pour une coupure grave, pour je ne sais pas quoi, eh bien celui-là, il passera devant tous les autres. Et celui qui vient parce qu'il a simplement, comme c'était dit à l'instant, le ressenti d'une urgence, eh bien, c'est celui-là qui sera effectivement sortira mécontent puisqu'il sera pris très en retard. Donc ça soulagera les hôpitaux. Mais au-delà de ça, et le docteur le disait à l'instant très justement, il y a notre système de santé a besoin d'un traitement de fond, sans opposer médecine de ville et médecine hospitalière. Les deux secteurs connaissent des crises graves et la résolution de ces crises pour chacun d'entre eux passera par une réforme globale, pas de s'occuper que de l'hôpital ou de s'occuper que de la médecine de ville, puisque finalement le fonctionnement de l'un dépend aussi du bon fonctionnement de l'autre. Et donc c'est, j'allais dire, les deux jambes d'un même système et qui nécessite aujourd'hui un traitement de fond. Et effectivement, François Braun l'a dit encore hier devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, il faut inventer un autre système, il faut partir sur un autre système, parce que celui qu'on a connu jusqu'à présent a vécu, a montré ses limites. Il faut mieux financer l'ensemble du système, il faut redonner l'envie aux jeunes de s'investir dans les métiers du soin, médical, paramédical. Voilà, donc c'est des chantiers de fond qui vont prendre plusieurs années, mais si on les lance jamais, c'est-à-dire à force de les repousser, ce qu'on a fait quand même depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on n'y arrivera jamais évidemment à les résoudre. Donc il faut sans doute faire de ce quinquennat le quinquennat de la dernière chance, parce que si on lance pas les chantiers de fond, on refera des émissions comme vous avec des soignants à l'arrivée qui seront moins nombreux et plus épuisés encore. D'ici là, en tout cas, Frédéric Valteau, je rappelle président de la Fédération hospitalière de France, on a des urgences qui sont fermées, en tout cas temporairement. On le voit notamment, alors un exemple parmi tant d'autres, fermeture temporaire des urgences de la polyclinique de Bordeaux-Rive-Droite pour la nuit des 4 et 5 août. Comment on explique dans ces cas-là, malgré le soutien des centres 15, la difficulté pour les urgences à fonctionner à plein régime d'une certaine manière, à une époque où on en a besoin tout particulièrement l'été?
Ce sont, j'imagine, des problèmes de recrutement et des problèmes de pénurie de soignants, infirmiers, infirmières, médecins, qui effectivement aujourd'hui sont pas assez nombreux, ont pour certains d'entre eux lâché. On a des taux de vacances de poste qui sont importants aujourd'hui à l'hôpital, parce que c'est ajouté à la crise structurelle qui faisait qu'il y avait déjà avant la crise des articles et des constats que l'hôpital était en crise, les soignants étaient fatigués. Eh bien, c'est sûr qu'après plus de 2 ans de pandémie, la situation n'est pas meilleure. La fatigue est encore plus forte. La fatigue, c'est l'usure des organisations, mais aussi effectivement des soignants qui ont lâché prise, malheureusement, et on sait que notre système met du temps à produire des médecins formés, des infirmières formées, et donc on est dans un moment de très forte tension sur les effectifs qui peut conduire certains services d'urgence à réduire la voilure, notamment en termes d'heures d'accueil. Jean-François Sibien, président d'Avenir Hospitalier et vice-président de SUDF, je le rappelle. Il y a des dispositifs qui sont quand même mis en place dans certains hôpitaux qui tentent de s'adapter, notamment, alors je vois du côté de l'hôpital de Fréjus, la mise en place d'une maison médicale. Ce système de maison médicale marche sur d'autres hôpitaux d'ailleurs déjà. Admission directe pour les patients âgés. Il y a plusieurs solutions qui sont déjà mises en place. Plusieurs solutions sont effectivement mises en place. Par contre, par rapport à ce qu'a dit M. Valtou, soyons bien au clair. Aujourd'hui, vous avez une augmentation d'activité dans le retour de l'enquête SAMU Urgence de France de 12,3%. Vous avez 42 structures d'urgence qui sont complètement fermées la nuit. Vous avez parlé de la clinique du Tondu, je suppose. Elle n'est pas fermée juste 2 jours, elle est fermée 1 mois. Et c'est une clinique qui vient d'ouvrir le mois dernier. Et c'est une clinique qui propose donc pour 2 000 € les 24 heures, c'est-à-dire 3 fois ce que touche un praticien hospitalier à l'hôpital sur 24 heures de garde, un accès aux soins. Donc effectivement, il y a une restructuration à vraiment mettre en place. Et M. Valtou a parlé de l'hôpital, de la ville. N'oublions surtout pas le médico-social. Oui, tout à fait. Parce que nous ne sommes pas sur 2 pieds, nous avons un triptyque. Et le médico-social est essentiel aujourd'hui. Nous avons effectivement un problème. On nous annonce très régulièrement qu'il n'y a jamais eu autant de médecins dans ce pays. Moi, je demande à voir. J'ai jamais vu autant de déserts médicaux. Ça fait 20 ans que je suis praticien hospitalier. Il faut savoir aujourd'hui que sur une enquête réalisée par Action Praticien Hôpital, dont je suis également le président, 3/4 des praticiens hospitaliers ne savent pas s'ils resteront à l'hôpital dans les 5 ans à venir. Donc il y a un choc d'attractivité à prévoir au niveau de l'hôpital et on le voit avec nos collègues soignants. On a prévenu pendant le Ségur, on a prévenu la FHF, on a prévenu M. Valtou. M. Valtou est quand même président de la FHF depuis 11 ans et aujourd'hui on a l'impression que tout le monde découvre une situation qui a été annoncée depuis bien longtemps. Et quand vous parlez de l'appel au 15, avant d'appeler le 15, si vous avez besoin et si vous avez un médecin traitant, il faut dire à vos auditeurs, à nos concitoyens, appelez votre médecin traitant et en l'absence de réponse de votre médecin ou si vous n'avez pas de médecin, effectivement, appelez le 15. Le message, il est à double entrée. Et après, donc, il y a toute une campagne de prévention à mettre en place. Et donc, on a vu que pour une fois, on a un ministère de la Santé et de la Prévention. Et j'espère que dans ce pays, la prévention, qui est la gestion du bon sens, va commencer depuis l'école. Et accompagner toute la vie durant nos concitoyens sur les bons gestes et le bon usage de leur système de santé, qui est quand même un héritage fort de la France. Jean-François Sibien, président d'Avenir Hospitalier, vice-président de SUDF. Vous restez avec nous également, Frédéric Valtou, maire de Fontainebleau, président de la Fédération hospitalière de France. On continue dans un instant le débat, notamment, alors on l'a esquissé, mais sur la question des possibilités d'adaptation qui se mettent en place déjà dans les hôpitaux. Il y en a plein d'innovations mises en place au-delà de la réforme de fond. On y reviendra bien sûr dans un instant dans le débat. On rappelle la question qu'on pose à nos auditeurs et on en parlera d'ailleurs à nos invités dans
dans un instant. Avec ces fermetures des urgences et la saturation du 15, est-il temps de réintégrer les soignants non vaccinés? Continuez de réagir, de voter, coup de gueule, coup de cœur, en tout cas 0826 300 300 ou questionnement. On se retrouve dans un instant, 9h17 sur Sud Radio. Bonne matinée dans le grand matin été, il est 9h20. Parlons vrai sur Sud Radio et on continue le débat sur la crise dans les services hospitaliers avec nos deux invités, Frédéric Valtou, maire de Fontainebleau, président de la Fédération hospitalière de France, et Jean-François Sibien, président d'Avenir Hospitalier et vice-président SUDF. Frédéric Valtou, on a esquissé le sujet juste avant la pub, la question de comment on s'adapte d'ores et déjà les hôpitaux face à cette question, des difficultés qu'on peut rencontrer du côté des urgences. Je parlais notamment des maisons médicales qui sont mises en place, de la question de l'admission directe pour les patients âgés. Je ne sais pas s'il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place. En tout cas, on s'organise très clairement dans les hôpitaux là-dessus. Oui, on s'organise et d'ailleurs ça montre une chose qui pour moi est une conviction depuis longtemps, c'est que si on laissait un peu plus la bride sur le cou aux hospitaliers, si on permettait aux hospitaliers d'inventer des systèmes de prise en charge qui dépendent à la fois des besoins de leur territoire et aussi des forces en présence dans chacun des territoires, on aurait des solutions qui seraient évidemment différentes aux quatre coins du pays, mais qui répondraient malgré tout à la question effectivement d'un meilleur accès des Français aux soins. On a un système, ça renvoie aux réformes futures et à l'esprit des réformes. On a un système qui est beaucoup trop jacobin, qui est beaucoup trop géré depuis Paris, avec un costume à taille unique pour tout le monde. Mais ça peut pas fonctionner. Ça peut plus fonctionner parce qu'il y a effectivement une pénurie de médecins et qu'on va mettre du temps à retrouver des chiffres qui sont confortables et qui nous permettent de mieux couvrir l'ensemble de la carte. Et puis parce que on a des besoins de la population qui sont pas les mêmes en fonction des saisons, dans les zones touristiques ou pas, en fonction des pathologies. On voit bien que la carte de France des pathologies, elle dessine des France qui sont très différentes. Et donc, à partir de là, ces solutions qui sont inventées pour les urgences, c'est du bon sens parfois. Moi, chez moi, je donne un exemple, mais chez moi, on a monté une maison de santé universitaire, on s'est inspiré d'une autre ville, on n'est pas plus malin que les autres, on s'est inspiré de la ville de Coulommiers, qui elle-même s'est inspirée d'autres villes, et à Fontainebleau, il y a une maison de santé universitaire qui nous permet, depuis 10 ans, en proximité des urgences, parce qu'elle est accueillie dans des bâtiments de l'hôpital, mais ce sont des médecins généralistes libéraux qui pratiquent là, acceptent de faire du non programmé, c'est-à-dire de pouvoir accueillir des patients qui leur sont envoyés par les urgences, parce que ce sont des patients, comme on disait tout à l'heure, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir l'accès au plateau technique et qui vont faire des patients légers, on va dire ça comme ça, ou en tout cas, et finalement ça marche très bien, il y a des habitudes de travail qui sont faites, et puis surtout, on accueille à peu près 4 à 5 internes qui font leur internat de médecine générale dans cette maison de santé universitaire et qui finalement trouvent que le climat est sympa, le cadre de vie est chouette à Fontainebleau et on en a déjà certains qui se sont installés, qui ont ouvert leur cabinet à Fontainebleau dans les environs. Donc on voit que finalement on a réussi à réamorcer la machine à installation positivement parce que de fait de cette initiative, alors du coup on a été copié et suivi par d'autres villes et puis d'autres sont sur d'autres modèles. Mais vous voyez, à chaque fois ça part du terrain et d'une envie des acteurs de bâtir une solution qui leur paraît la plus propice. Et c'est ça qu'il faut avec cette idée du sur-mesure effectivement au niveau local en fonction des besoins au niveau local. Et effectivement, allez, on va au standard 0826 300 300. Nous attend un auditeur. On a Julien de l'Essonne qui veut justement réagir. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Oui. Et d'ailleurs, bonjour. Et vous je voulais réagir à votre question. Oui. Est-il encore temps de réintégrer les soignants non vaccinés? J'ai envie de vous dire, malheureusement aujourd'hui c'est trop tard. Ceux-là même, ça fait 1 an et demi qu'ils sont dans la galère. Il y a bien longtemps qu'ils ont trouvé des alternatives, qu'ils sont partis faire autre chose et qu'ils s'épanouissent dans autre chose que ce qui était leur métier à la base. Donc aujourd'hui, ils voudront plus. Et je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous parler de ma compagne qui est en congé mater qui se termine le 10 août. Malgré une prime de 75 € net par jour pour chaque vacation, donc c'est quasiment doubler le prix d'une vacation, elle ne veut pas y aller, elle n'a pas envie. Elle veut rester à la maison et faire autre chose, trouver un métier qu'elle peut faire en télétravail en restant à la maison. On n'a plus envie de se casser la tête pour ce métier. On a tellement été... Est-ce que vous êtes soignant ? Alors moi je suis vraiment ancien aide-soignant et moi j'ai fait le choix délibéré de quitter le métier, mais bien avant, au tout début de la pandémie en fait. J'ai quitté le métier déjà, puisqu'il y avait énormément d'incohérences, mais ça, je pourrais vous tenir 1 heure avec ce sujet-là, donc je vais pas vous monopoliser tout ça, pour vous expliquer tout en détail, mais ce que je veux vous dire c'est que
les urgences en grève, c'est pas une nouveauté. J'ai l'impression que les télévisions du monde découvrent ça aujourd'hui. Ça fait 10 ans, moi ça fait 10 ans que je suis soignant, de tout le temps, j'ai fait ma formation il y a plus de 10 ans d'être soignant. Mon service d'urgence était déjà en urgence en grève. Le problème, c'est quoi? C'est les conditions de travail qui n'allaient pas? Pour vous, voilà, des surcharges de travail, des roulements trop intenses, énormément de choses. On se rend pas compte, mais c'est un métier qui est physiquement, moralement éprouvant, ce qui est fatigant. Et la reconnaissance et les cadres ont une logique managériale depuis une bonne dizaine d'années dans les services hospitaliers, qui fait qu'on demande toujours plus avec toujours moins. Et à un moment donné, quand on a essoré le pression, le citron jusqu'à la dernière goutte, bah évidemment, ça craque, ça ne fonctionne plus. Il y a un moment, il faut être lucide. L'être humain n'est pas un fruit et on ne peut pas le presser comme ça infiniment à l'infini. Merci beaucoup, Julien. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Oui, vous avez raison de l'ajouter. Merci beaucoup, Julien, nous avoir appelé sur Sud Radio au standard 0826 300 300. Alors, on va revenir, bien sûr, sur cette question de la réintégration des soignants non vaccinés, peut-être dans un instant. Mais d'abord, Jean-François Sibien, président d'Avenir Hospitalier, vice-président de SUDF. Parmi ce qu'on entendait, justement, dans le témoignage de Julien, on le sent, il y a la question des conditions de travail. Voilà, lui, il a arrêté. Il était aide-soignant en réanimation, c'est ce qu'il nous disait. Il a arrêté. Surcharge de travail, difficulté à tenir, psychologiquement, physiquement. Comment on fait aujourd'hui pour de nouveau attirer les jeunes qui sont l'avenir finalement de l'hôpital, quoi? Déjà, avant d'attirer les jeunes, il faut garder les plus anciens. Aussi, depuis le Ségur, vous avez une fuite qui n'a jamais été vue. Vous avez des gens qui, avant, partaient dans le privé, ou du privé venaient dans le public. Aujourd'hui, vous avez des gens qui changent de profession, comme vous l'a expliqué l'auditeur. Donc, dans les mesures, effectivement, nous, ce qu'on demande depuis très longtemps, c'est qu'il y ait par territoire et par champ d'activité des ratios, tout simplement, comme ça se passe, puisqu'on est passé dans une gestion, j'ai entendu, managériale tout à l'heure par l'auditeur, et effectivement, on a une course à l'activité, mais il faut qu'on change tous ces paradigmes. Et dans les paradigmes à changer, Monsieur Valtou, vous parlez des maisons médicales de garde, mais au niveau de l'aval, ça fait 5 ans que SAMU Urgences de France demande que le besoin minimal journalier en lit soit connu. On a pendant très longtemps dans ce pays fait le choix de fermer des lits, surtout des lits de réanimation à un moment donné. Et puis la pandémie est arrivée, donc on a mis beaucoup de moyens dans la réanimation. Mais n'oublions pas, nous avons beaucoup de personnes âgées. Et plus les personnes âgées, plus elles sont généralement polypathologiques et nécessitent des prises en charge spécialisées par nos collègues gériatres. Alors certes, il y a des possibilités d'entrée directe, mais il y a également toute une gestion qu'on peut faire entre la ville, le médico-social et l'hôpital pour laisser les gens à leur domicile avec un accompagnement. Et pour ce faire, il va falloir revaloriser certaines prestations en ville et également, je pense, vu les difficultés et la pénibilité que nous avons aux urgences, mais dans l'hôpital aujourd'hui, vraiment valoriser et les soignants et les praticiens. Puisqu'on a des deltas de salaire quand même entre 3 et 4 avec le privé, et même si on a été remonté pendant le Ségur, on est toujours entre le 23e et le 26e rang au niveau des salaires hospitaliers dans le cadre de l'OCDE. Frédéric Valtou, maire de Fontainebleau, président de la Fédération hospitalière de France, peut-être une première réaction sur la question des salaires, revalorisation des salaires, notamment vis-à-vis du privé, et puis aussi sur la question, on en parlait à l'instant, Jean-François Sibien le notait, sur la question des lits fermés, notamment avec, c'est le chef des urgences d'Avicenne qui disait 25% de ces lits qui sont fermés actuellement. C'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on mêle des choses différentes. C'est-à-dire, on mêle des lits qui sont fermés parce que malheureusement, il n'y a pas assez de personnel pour effectivement maintenir une activité large, et donc c'est pas par plaisir. Et puis on mêle aussi une politique qui, depuis une quinzaine d'années, effectivement, a conduit à diminuer le nombre de lits. Alors, sans doute à juste raison pour une partie d'entre eux, sans doute de manière beaucoup trop importante pour une partie d'entre eux aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il a été démontré, et c'est normal, les prises en charge évoluent, et c'est pas le docteur Sibien qui va dire le contraire. On
n'accueille plus à l'hôpital et on garde plus aussi longtemps les patients dans tout un tas de services. Et donc évidemment on adapte, et depuis 15 ans, et c'est normal d'avoir adapté le nombre de lits. Oui. Peut-être qu'on a poussé le bouchon trop loin, ça c'est sûr, comme on a beaucoup trop rationné l'hôpital. Donc sur la question du nombre de lits, aujourd'hui ce débat il est un peu obscurci par le fait qu'il y a des lits qui sont fermés, mais malheureusement fermés parce qu'on ne peut pas mettre de soignants au pied du lit pour s'occuper des patients. Ça c'est la première chose. Votre première question c'était sur la question des salaires notamment, Jean-François Sibien. Oui, sur la question des salaires, bien sûr, mais il a raison. La question des salaires et de la faiblesse des salaires. Parce que c'est comme ça aussi qu'on attire des jeunes et qu'on retient des plus anciens, des expérimentés. Tout à fait. Il avait la gentillesse de rappeler que ça fait 10 ans que je préside la Fédération hospitalière de France. Du coup, je me souviens très bien des combats qu'on a menés contre Madame Touraine il y a une dizaine d'années justement pour essayer effectivement, de moins rationner financièrement l'hôpital et de poser la question des salaires. On avait même proposé à l'époque une grande conférence salariale et on avait demandé depuis une dizaine d'années la transparence sur les salaires entre le public et le privé parce qu'il y a aussi un effet de concurrence qui joue, c'est-à-dire on sert tous le même système de santé. Il y a des statuts différents qui conduisent effectivement à des pratiques, ou en tout cas des pratiques salariales, pas des pratiques professionnelles, mais en tout cas des pratiques salariales qui sont très différentes. Et finalement, le public aujourd'hui, dans beaucoup de spécialités médicales, pour ne parler que des médecins, ne peut plus faire la différence avec un privé qui parfois aligne des salaires qui sont 2, 3, parfois même 4 fois ce que l'hôpital peut proposer. Donc on a une distorsion de concurrence très forte. Avec derrière à la clé dans le privé, vous n'avez pas de garde, vous n'avez pas d'obligation liée au service public et vous choisissez un peu votre rythme de travail selon vos besoins de travail et vos besoins de rémunération. Donc évidemment, c'est des pratiques qui sont très différentes. On n'obtient pas, et j'espère que François Braun qui arrive, je lui ai reposé la même question dès notre premier entretien. Est-ce qu'il est enfin possible d'avoir dans ce pays une enquête qui mette à plat ce que sont aujourd'hui les salaires dans le public et dans le privé de manière à ce que réguler les choses. Il m'a dit ce que... Un peu bloqué et t'es plutôt optimiste ? Non, il me dit oui, ça, il n'y a pas de problème. Il me dit tous oui. Le problème, c'est que ça n'arrive jamais. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça sera un oui qui sera suivi. On verra. En tout cas, Frédéric Valtou, Jean-François Sibien, une dernière question pour conclure rapidement sur la question de la réintégration des soignants non vaccinés. Vrai sujet, faux sujet, est-ce qu'il faut pas ? Le gouvernement, pour l'instant, dit que c'est pas d'actualité. Frédéric Valtou, tout d'abord. Faux sujet. Pour moi, c'est un faux sujet. On parle, je veux dire, c'est même pas l'épaisseur du trait, quoi. Il y a 1 million de personnes qui travaillent à l'hôpital. On parle de quelques centaines de médecins et quelques milliers d'infirmières, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Franchement, des gens qui refusent de cette manière-là d'engager une obligation vaccinale, de se confronter à une obligation vaccinale. Alors même que quand on travaille à l'hôpital, on a déjà beaucoup plus que vous et moi une couverture vaccinale importante. Donc on a normalement un rapport au vaccin qui est posé, qui ne souffre pas de risquer d'être effectivement prisonnier de tous ces discours un peu complotistes qu'on a pu entendre autour de ce vaccin sur la Covid. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui ont choisi de se mettre en marge de la légalité. Il y a une loi. Quel exemple on donnerait à des soignants qui peut-être, à contre-cœur, mais parce qu'effectivement ils sont dans le métier du soin, parce qu'ils pensent à protéger les autres, parce qu'effectivement ils ont ce rapport à la vaccination qui est professionnel, se sont engagés dans la vaccination. Voilà, je pense que le ministre a eu raison de dire qu'il se fiait aux autorités scientifiques, la HAS, la Haute Autorité de Santé, l'Académie de médecine ont donné des avis qui étaient négatifs à cette réintégration et je trouve ça effectivement très bien de suivre l'avis des autorités médicales. Jean-François Sibien, votre point de vue rapidement ? Très rapidement, faux sujet, vrai sujet. On a des personnes qui, pendant de nombreuses années, ont servi à l'hôpital, la santé. Et effectivement, ils se sont mis en marge. Donc c'est assez complexe, mais il y a effectivement les hauts comités qui vont se réunir et donner leurs avis. Mais on est passé à côté de quelque chose, à force de courir après l'activité. Quand le vaccin est sorti, là aussi, des gens ont voulu se faire vacciner. On ne les a pas vaccinés puisque la priorité, je vous le rappelle, était de vacciner les plus anciens dans les EHPAD qui ne recevaient aucune visite. Ça a été un choix de société et spécifique à la France.
on est peut-être passé à ce moment-là à côté de quelque chose. Mais par la pédagogie, on a pu ramener des soignants vers le vaccin en leur expliquant pourquoi il fallait se faire vacciner. Donc, quand je vous parle de prévention, la prévention... On est en plein dedans, là, pour le coup, effectivement. Voilà. Jean-François Sibien, président d'Avenir Hospitalier, vice-président de SUDF. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio pour ce débat. Merci aussi, un grand merci à Frédéric Valtou, maire de Fontainebleau, président de la Fédération hospitalière de France. Très bonne journée à tous les deux. 9h34 sur Sud Radio. On clôture les votes avec la question du jour. On la rappelle, fermeture des urgences, saturation du 15. Cet été, est-il temps de réintégrer les soignants non vaccinés? On en parlait à l'instant. De votre côté, sur Twitter, Sud Radio, vous avez répondu oui à 97%, avec cette réponse notamment d'un auditeur qui dit complètement pour, mais ça risque de créer des tensions entre soignants. Ceci dit, voilà la petite nuance. Merci beaucoup. 9h34 Sud Radio. On se retrouve dans un instant.